14 avril 2010. Soudain, la guerre, 3e partie. Tu es un garçon. Tu apprendras donc la langue de l'ennemi. L'arrêt était sans appel. Monsieur en avait décidé ainsi. Tout était clair dans son esprit. Aux filles, l'anglais, aux garçons, l'allemand. J'allais entrer en 6e. Du haut de mes 10 ans, que pouvais-je objecter? Quant à madame, elle s'en remettait à son mari sur ce point. Je n'avais rien à espérer d'elle. Je constatais seulement que la guerre se poursuivait jusque dans mes études. Cette guerre que nous avions déclarée, que nous avions été incapables de faire, que l'ennemi nous avait imposée et que je n'avais jamais vue. Guerre abstraite, guerre honteuse, guerre innommable. Depuis qu'il était démobilisé, monsieur avait punaisé sur la 2e porte du placard une carte de l'Europe. Jour après jour, il suivait désormais la progression des troupes allemandes en Russie. Nous étions en septembre 1942. Comme disait madame, la guerre avait pris un nouveau cours. En voyant monsieur déplacer les petits drapeaux à croix gammée, je pensais à ce dimanche où bon papa avait vidé son sac. Je répétais ses propos. Madame n'aimait pas bon papa. Quand j'en vins à sa prédiction, à savoir que, semblable en cela à Napoléon, Hitler se perdrait dans l'immensité de l'hiver russe, elle m'accusa de l'avoir inventé pour me rendre intéressant et pour avoir le plaisir d'évoquer cet ignoble individu. J'ignorais ce qui s'était passé entre elle et bon papa, mais je m'étonnais qu'elle osât parler de la sorte de mon grand-père. Moi non plus, je n'appréciais pas bon papa. Je lui en voulais d'être méchant avec une tante, Élise. Mais de là à le traiter d'ignoble individu, à cause de cette diversion toute familiale, la conversation dévia. Je perdis le bénéfice de mes réflexions. En me mettant à l'allemand, je ne me doutais pas que je rencontrerais vite ce monsieur Goethe, ses pompes et ses œuvres. Auparavant, il me fallut m'initier à l'écriture gothique, remise au goût du jour par monsieur Hitler, nous avait expliqué notre professeur, un homme affable qui, par timidité, n'arrêtait pas de vérifier d'un index inquiet le nœud de sa cravate. On l'avait doté d'un sobriquet extravagant, Stropsitacus. Ce sobriquet traversait les années. Nous en avions hérité. Stro était l'exacte traduction de son patronyme, Chaume. Quant à Psittacus, il avait à voir, et de manière fort irrévérencieuse, avec le perroquet, puis même avec le psittacisme. Ce monsieur Chaume paraissait aussi effaré de devoir nous enseigner la langue de Goethe que nous d'avoir à l'apprendre. Passé l'épreuve du gothique, il nous fallut nous collecter avec les déclinaisons comme si nous n'en avions pas assez avec le latin, et surtout avec les verbes irréguliers. Ah, vraiment, quel esprit tordu et torturé avaient les Allemands. Sans compter que nous devions attendre la fin d'une phrase interminable avant de rencontrer le verbe qui était censé donner à celle-ci son sens. C'est la guerre, avait fini par lâcher l'excellent monsieur Chaume en constatant, sinon l'inanité de ses efforts, du moins notre capacité à lui résister. La guerre. Ces 2 mots, prononcés dans un moment de découragement, m'ont éclairé. Ainsi donc, la guerre n'avait pas seulement lieu dans les lointaines plaines de Russie ou dans les déserts de Libye, mais aussi en chacun de nous. Tous ces courants contradictoires qui me traversaient, élan vers madame, dégoût de l'allemand, désir vite réfréné de me jeter dans les bras de monsieur, bonheur à découvrir la littérature médiévale, était le signe de cette guerre que je menais, sans le savoir, contre moi-même. De ce jour, je regardais monsieur Chaume d'un autre œil et l'écoutais d'une autre oreille. Survint un événement considérable.
C'était le 11 novembre 1942. Monsieur était allé au monument aux morts en ce jour où le deuil de la nation se doublait de ses deuils personnels. N'avait-il pas perdu de nombreux camarades à Verdun ? Pour rien au monde, il n'aurait manqué cette cérémonie du souvenir. Il le devait d'autant plus que son chef, le maréchal, conférait par sa présence même à la tête de l'État français une solennité particulière à cette commémoration. Après quoi, la journée se déroula dans une sorte de recueillement. Soudain, à l'heure du dîner, s'éleva du poste la voix de Pétain. Abasourdi, mes parents l'écoutèrent annoncer que l'occupant venait de rompre les accords d'armistice et d'envahir la zone sud. Il eut un silence. Puis madame, roulant en boule sa serviette, la jeta à la face de son mari en s'écriant « Ton Pétain est un salaud !» J'ai raconté 100 fois cette anecdote. Elle a valeur exemplaire. L'engagement de madame dans la résistance date de ce soir-là. Sa rupture avec monsieur également. À l'heure des nouvelles, une machine s'est mise en mouvement. Le vieux maréchal s'est-il douté qu'il allait faire basculer une grande partie du pays du côté de Gaulle avec son allocution ? En tout cas, la guerre, c'était sûr, était entrée dans ma famille. À peu de là, je dis, à peu de là parce que, selon moi, il n'est d'autre chronologie que celle que dictent les souvenirs, sans qu'il soit tenu compte du temps écoulé. Je dis à peu de là parce que la mémoire est garante de la durée, à supposer qu'elle ne soit pas la durée elle-même. À peu de là, dis-je, se produisit un autre événement. Moins considérable que le précédent, il ne laissait pas de retenir un long temps en moi. Je le dois à M. Chaume. Ce matin-là, il avait décidé de nous enseigner une poésie de Goethe. Erlkönig, qui signifie le roi des aulnes. Ce n'est pas un poème, c'est une tragédie. Un père chevauche dans une nuit de grand vent en tenant entre ses bras son fils mourant. L'enfant brûlé par la fièvre, dévoré par la maladie, fait des cauchemars. Notre professeur, en bon pédagogue, insistait sur l'harmonie imitative de la prosodie. Le premier vers notamment illustrait son propos. Rythmant sa récitation, il tapait de l'index sur son bureau à chaque syllabe. Je l'entends encore. Wer rettet so spar durch Nacht und Wind. L'écoutant, je croyais percevoir un galop. J'étais emportée. J'étais cet enfant. La fièvre me desséchait. Dans ses peurs, l'enfant s'écriait « Mein Vater, mein Vater !» À sa suite, j'appelais mon père. J'étais malade de son absence. Jamais je n'avais ressenti à ce point combien il me manquait. Ce besoin où j'étais de lui, telle était ma fièvre et ma maladie. Je m'identifiais à l'enfant du poème, jusqu'à sa mort. Ma tragédie devenait un poème. Personne ne m'avait mieux deviné que Goethe. En retournant chez monsieur, je m'imposais de marcher le long de la rue Saint-Pierre, puis le beffroi passé, de la rue des Marchands au rythme de ses vers. Je devais avoir une allure saccadée. Le soir même, encore bouleversée par ma découverte, je crus bon, après le dîner, de réciter ces mots qui traduisaient si bien ce que je ressentais au plus profond de mon être. Madame étant allergique à la poésie en particulier et à l'art dans son ensemble, je me tournai vers monsieur, à qui en secret je dédiais cette récitation. Au vrai, je priais le ciel qu'il comprît dans quel désarroi m'avait jeté ce poème. Il ne comprit rien. Il se borna à me féliciter de ma bonne prononciation. Lui aussi, à mon âge, il avait appris par cœur Erlkönig. J'ai du mal à trouver le sommeil. Quelques vers de M. Goethe, comme je l'appelais naguère, avaient suffi à m'éclairer sur moi-même, tout en me faisant apercevoir la force des mots, leur musique intérieure, leur rythme mystérieux,
jusqu'à me convaincre qu'il était possible qu'une vie pût se résoudre par l'écriture. J'en étais à me convaincre que M. Goethe avait connu, enfant, la fièvre et la maladie de son petit héros, que par là même nous nous ressemblions et que nous serions amenés à nous rencontrer un jour ou l'autre. Pour l'heure, j'étais en guerre avec moi-même, tout comme madame l'était avec monsieur. Pis encore, depuis que j'avais découvert que ma tragédie s'était métamorphosée en un poème, j'étais en guerre avec madame. Seule, désormais, valait la littérature. Monsieur, contre toute attente, abondait dans mon sens. Selon lui, la littérature n'était qu'une alchimie qui conduisait aux grandes œuvres. Cette conviction, il me la fit partager tout le temps que je restais auprès de lui. Madame n'adhérait en rien à ce genre de spéculation. À ses yeux, je devais suivre un cursus très strict, que cela me plût ou non. Point de fantaisie et autres excentricités. Il reste que, dès que je disposais de quelques loisirs, je dévorais l'un après l'autre les œuvres de Goethe. Monsieur les choisissait dans sa bibliothèque, me les tendait en les assortissant d'un commentaire. Mon univers se bornait à cette hauteur. Tout changea lorsque monsieur décida de me vouer, le mot n'est pas trop fort, à Dante. En bon italianisant, il l'appelait le Dante. Nous devions être au début de l'été. Bientôt, je partirais chez mon père. Je me jetais dans cette nouvelle lecture. Au bout de 2 heures, je dus m'avouer vaincu. Je n'avais rien compris. Penaud, je rapportais la Divine Comédie. Monsieur m'attendait en souriant. « Alors » demanda-t-il. J'eus ce mot. « Nulle part il n'est question de moi », dis-je en rendant l'ouvrage. Il le prit, feignit de le soupeser, puis ajouta. « Un jour, tu te reconnaîtras entre ces pages. » Sans que cela fût dit, un pacte venait d'être scellé entre monsieur et moi. De cet instant, je sus qu'il avait fort bien compris ce que j'avais ressenti en apprenant Erlkönig. À peu de là, mais cette fois-ci de nombreuses années ont passé, nous voici, Joël Schmitt et moi, invités à célébrer le 25e anniversaire du traité de Paris, traité qui consacre la réconciliation franco-allemande. Nous nous transportons à Fribourg, où l'université nous accueille avec chaleur. Après une excursion au Titisee, lac superbe dans les eaux duquel se reflètent des sapins qui lui donnent une couleur sombre, nocturne presque, et au bord duquel nous avons dégusté des framboises inoubliables, vint l'heure de vérité. Je veux dire, le moment de descendre dans l'arène et de s'offrir au lion. Cette rencontre avait pour thème la France et l'Allemagne en miroir. Une fois de plus, j'en appelais à mon cher Goethe. Sait-on assez que tout jeune homme, pétri de culture grecque, il ne jurait que par l'hellénisme ? Ce qui nous faisait un autre point commun. Et le voilà à Strasbourg. Il tombe en arrêt devant la cathédrale. Bouleversé par la beauté du monument, il décide sans plus attendre qu'il naturalisera, c'est son mot, cet art que les romantiques dirent gothique, et que le Moyen-Âge dénomma art de France. Bref, il fit tant et si bien que la cathédrale de Cologne, jusque-là inachevée, fut terminée à grands frais et consacrée en 1880, si je ne me trompe, en présence de l'empereur et des princes. À peine venais-je de terminer ma causerie que, du haut de l'amphithéâtre, une voix de stentor me tomba dessus. « Et savez-vous avec quels moyens financiers fut achevée la cathédrale de Cologne ?» Des rires avertis coururent le long des travées. Quand je disais que j'étais au fer au lion, confus, je dus avouer mon ignorance. La voix de stentor se fit bonasse pour m'asséner le coup de grâce, en disant « Avec les dommages de guerre payés par la France après la défaite de Sedan. » Hilarité générale. Ma prestation tournait au désastre. J'avais devant moi environ 500 professeurs, pour moitié des Français,
enseignant l'allemand et pour une autre moitié des Allemands enseignant le français. Soudain, me visita le souvenir du général de Gaulle, à qui, lors d'une conférence de presse, on avait demandé pour quelle raison il n'avait pas évoqué l'affaire Ben Barka. Je revis toute la scène. À son imitation, je m'inclinais, me couchais à demi sur ma table, puis écartant les bras, je lâchais avec force. Eh bien, ce sera en effet de notre générosité. Aussitôt les rires changèrent de camp. Pouvait-il imaginer, ces auditeurs, que je n'avais pas attendu le traité de Paris pour me réconcilier avec l'Allemagne ? Goethe y avait veillé. Très vite, en effet, j'avais établi une nette distinction entre la civilisation allemande, que je tenais pour la première en Europe, et un système politique d'une rare inhumanité. Autant j'étais l'ennemi du national-socialisme, comme je le serais du national-communisme, ce qui me permit de renvoyer dos à dos Hitler et Staline, autant je n'ai cessé d'admirer, d'aimer, de pratiquer Goethe. Bien évidemment, mais aussi cette pléiade de poètes, de dramaturges, pour ne rien dire des artistes, des savants, des philosophes, qui avaient peuplé le ciel germanique. La guerre restait présente en moi, d'une lecture l'autre, d'une rencontre l'autre. À peu de là, d'autres années ont passé, et peu importe la chronologie, j'y insiste, puisqu'en l'occurrence, seule compte la durée, cette cohérence de la mémoire. À peu de là, dis-je, je fus amené à accompagner au Sénat Marcel Brion, grand germaniste et fort bel esprit. Il devait y recevoir un grand prix littéraire. On nous installe sur une banquette en bois doré. Durant le compliment que déroule l'ambassadeur d'Allemagne, je ne cesse d'observer Marcel Brion. Il m'apparaît de profil. Tout à coup, c'est pour moi une évidence. Et telle qu'une voix intérieure me dit « Tu en as de la chance d'être assis auprès de Goethe. » Je pourrais m'en tenir là. Le devoir mémoriel serait accompli. Des souvenirs auraient miroité, jetant des lumières inattendues sur une vie. C'est que le temps humain est vécu par chacun de façon particulière. Aucun esprit n'en rencontre un autre dans cet étrange espace immobile où se succèdent les jours, les mois, les années, que peut abolir la moindre réminiscence. Mais voilà, mes aventures avec Goethe vont connaître un rebondissement. À peu de là, pour le coup il ne s'agit plus de ma propre durée mais de celle de Brion, nous sommes invités, mon épouse et moi, à rendre visite au cher Marcel, dont la santé s'est détériorée. Il nous reçoit en pyjama, les épaules couvertes d'une veste d'intérieur, à Brandebourg. Malgré le mal qui le ronge, il a conservé sa belle chevelure blanche. Soudain, alors que nous en sommes ôtés, je m'entends lui raconter l'épisode du Sénat et rappeler cette voix intérieure qui l'avait comparé à Goethe. Il bondit de son siège à la frayeur de sa femme, qui le met en garde. Il doit se ménager. Tel un jeune homme, il revient de la pièce voisine, porteur d'une serviette de cuir bleu. L'ayant déposée sur mes genoux, il se contente de préciser à mon intention « Ce porte-document a appartenu au conseiller aulique Goethe. Les initiales de son nom, frappées dans le cuir, en font foi. » Des larmes montèrent à mes yeux. C'en était trop. Tout avait commencé en octobre 1942, à mon entrée en 6e, lorsque monsieur m'avait informé de sa décision de me faire apprendre l'allemand, parce que j'étais un garçon, et qu'il s'agissait de la langue de l'ennemi. Tout se résolut en cette lointaine après-midi dans un appartement parisien, auprès de Marcel Brion de l'Académie française, de qui j'avais notamment publié chez Albin Michel ses études sur l'Allemagne romantique.